Studio Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversations with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Une fois par mois, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes artistes. Ce soir, mes sisters sont Fatou San et Lou Joubert-Bounik. Le podcast est enregistré en public dans des lieux culturels bruxellois. Nous sommes ce soir et pour la deuxième fois cette saison à la Maison de la Création de Laken, centre culturel de Bruxelles-Nord, sur son site de l'Ancienne Gare. Cet espace magnifique permet d'offrir au quartier et aux habitants une plateforme de transmission, de rencontres et de création. Merci à toute l'équipe de nous accueillir et merci au public de nous accompagner. Rokia Bamba, Sororité, Conversations with My Sisters. Bonsoir, Fatou San. Bonsoir. Bonsoir, Lou Joubert. Bonsoir. Fatou San est cofondatrice du premier collectif hip-hop belge féminin, Superfly Collective. L'équipe active de 2009 à 2022 a organisé des soirées mettant des femmes artistes en avant. Avec son crew, ou en mode solo, elle a assuré l'ambiance musicale dans des événements belges et européens, ainsi qu'à des festivals renommés comme Couleur Café, Dour, Les Ardentes et le Worldwide Festival. Pendant un an, la bruxelloise a également pu combiner sa passion du DJing avec celle du chant en devenant la DJ de l'artiste belge Blue Samou. DJ aux larges horizons, Fatou San, c'est aussi les sets d'une passionnée qui peuvent, selon le contexte, équilibrer les basses du rap, de la dubstep ou des futurs beats avec les vibrations rayonnantes de la soulful house, du broken beat, de la soul ou des rythmes afro-latins des années 70. Lou Joubert-Bounik est interprète, metteuse en scène, performeuse, chercheuse, diplômée en 2019 du Conservatoire Royal de Liège après des formations et expériences conduites à Paris. Elle a enchaîné des apprentissages et expériences sur différents registres, le cirque, la danse, mise en scène, performance, enseignement, et s'est fortement investie dans le théâtre-action dans divers contextes, espaces publics, prisons, écoles, autant d'espaces non dédiés au théâtre. La recherche-action, création, passe pour elle par des engagements basés sur la mise en place d'espaces de parole, de nouvelles façons de se rencontrer, de faire, de rêver, d'inventer. Citation. Vous ne pouvez pas épuiser la créativité, plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Maya Angelou. De quoi rêviez-vous quand vous étiez petite ? Quand les champs des possibles étaient encore possibles. Je me revois, moi, dans ma chambre, celle que je partageais avec mon frère, rêver à être l'épouse de Leroy dans Fame, dont j'étais éperdument amoureuse. Je me voyais donc, pas en haut de l'affiche, mais femme de. Et puis, j'ai très vite changé mon fusil d'épaule. À 14 ans, je commençais la radio et j'ai aimé, adoré, me laisser guider par le pouvoir des ondes hertziennes. Je voulais être une voix, jouer avec les mots. Mes tantes m'y ont encouragée, ma mère, toutes les femmes de la famille. Ayant perdu mon père jeune, ce sont les femmes qui m'ont encouragée à faire. Et donc, petite, qu'est-ce qui vous faisait rêver ? Et qui vous a encouragé à faire ? Lou. Petite, moi, je voulais être éleveuse de dauphins. Ça commence bien. J'adore. Non, en plus, non. Je sais pas. Non, petite, en fait, j'avais plein de voix. VOIX, ouais, c'est ça.
J'aimais être plein de choses et j'inventais toujours beaucoup d'histoires. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée au théâtre, peut-être, de créer plein d'espaces autres. Parce que peut-être que déjà j'avais un peu ce désir de partir, de m'échapper régulièrement. Et donc du coup, par exemple, de mon lit c'était mon bateau, c'était sous le lit, ça devenait, je sais pas, un endroit pour se cacher. Je m'amusais énormément à créer énormément d'espace. Et donc nous, on était avec mes copines, beaucoup de copines à Paris. Et en fait, on s'est toujours beaucoup amusé à faire de la ville un terrain de jeu. Et je crois que la création en espace public, ce qui m'a conduit à la création en espace public, c'est d'imaginer en fait que on a sur un territoire, tu peux inventer énormément de possibles avec tous les gens qui le composent. Et donc du coup, c'était toujours trouver en tout cas des manières de détourner le réel et s'amuser à créer plein de failles spatio-temporelles pour jouer avec les espaces, avec le temps, le dilater, créer des espaces autres tout le temps. Waouh. C'est l'imaginaire, voilà. Grâce à l'imaginaire. Et du coup, moi, là, je me souviens, je voulais être pompier, petite. Je ne suis pas devenue pompier, mais j'ai eu besoin, parce que tu utilises ces mots, ça me touche aussi d'espace d'évasion. Voilà, et donc moi ça a été directement la musique. Mes parents étaient vraiment des grands consommateurs, des grands consommateurs de musique, oui, ils avaient quand même pas mal de vinyles. Et j'ai été très vite plongée là-dedans. Mon père m'a très vite acheté une radio. Et donc déjà vers, je pense, 7 ans, j'écoutais tout le temps la radio, je faisais déjà des petites compilées avec les cassettes, donc j'avais pas vraiment des rêves, mais je m'évadais beaucoup via la musique et via ce désir de rassembler sur un support les chansons que j'avais envie de réécouter, quoi. Et puis, c'est vrai que dans ma famille, j'ai perdu ma maman jeune, mais il y a eu vraiment des femmes ma grand-mère et ma tante, du côté de ma mère, étaient des femmes artistes, qui elles étaient sculpteuses, peintres. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu comme ça des exemples de femmes qui créaient. Et la famille de ma mère était vraiment une famille matriarcale, quoi. Là, vraiment, c'était fort prononcé. Et dans la famille de mon père, qui est guinéen, ma grand-mère avait aussi une place très forte. Donc, en fait, je crois que j'ai eu des deux côtés des femmes qui pouvaient représenter des exemples pour moi inconsciemment, parce que je ne m'en rendais pas trop compte, je pense, durant mon enfance. Mais donc c'est ça, femme forte, musique, voilà. Toutes les deux, cette envie de vous échapper, de créer un monde parallèle. Et toi, Lou, mais qui t'a encouragée à faire ? Je ne sais pas si c'est encouragé, je crois que de toute façon, c'était tellement nécessaire pour continuer à, je sais pas, ouvrir des voies et justement trouver du sens que il y avait, c'était comme pulsionnel, c'était des voies qui ouvraient tellement de portes, mais qui m'a encouragée. Ma mère l'a été énormément, et je pense qu'il y a aussi une belle lignée de femmes dans la famille qui sont à l'écoute de ça en tout cas, et qui m'ont permis de beaucoup de faire de faire confiance aux autres. Moi, j'ai beaucoup confiance en l'humain, aux personnes, et j'ai toujours trouvé chez les autres beaucoup de réponses. Donc, en fait, peut-être tout ce qui m'environnait, toujours trouver, en tout cas, chez les autres, les belles choses qui te portent. Moi, ça a toujours été ça. Donc, tout ce qui m'environnait, à tous les niveaux. Fatou, tu es aussi une femme aux multiples casquettes. C'est vrai. Et parle-nous justement de la création de ce premier collectif au féminin. Oui, ça a été une rencontre assez incroyable en 2009 via une femme qui s'appelle Johanna, qui nous avait toutes connues séparément et avait compris la passion qu'on avait toutes pour le hip-hop. Elle s'est dit, il y a vraiment moyen il faut qu'elles se rencontrent, il y a quelque chose à faire, quoi. Et on s'est rencontrés, à 7.
7 femmes, quoi, enfin 7 filles, et on était tout de suite ça a accroché. Et on venait de Gand et de Bruxelles. Et en fait, l'une de nous, qui est allemande, qui est retournée vivre en Allemagne, était éditrice du seul magazine papier qui parlait du hip-hop au féminin, même si on n'aime pas toujours dire ça, mais voilà, c'était ça, des femmes qui rappent. Et du coup, pour la release de cette nouvelle édition, qu'elle sortait une fois par an, on s'est dit qu'on pouvait créer un événement. Et à l'époque, on a lancé cet événement au Tavernier. Donc on a quand même fait pas mal de soirées au Tavernier à XL, quartier super chouette parce que toujours plein avec les étudiants. Et ça, c'était en 2009 et la première édition a complètement pris. Et ça a été assez incroyable. Et à l'époque, donc on était 7, il y avait une photographe, donc Joby qui était chanteuse. À l'époque, 2 manageuses de groupes de rap et Mike et moi qui étions les DJ au départ. Et puis avec les années, les 2 manageuses ont mixé avec nous. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et franchement, ouais, ça a super bien pris. On était les seuls à lancer ce concept à Bruxelles. Il y avait à l'époque, je me souviens pas tellement, il y avait peut-être 2 femmes DJ dans la musique hip-hop, mais même soul, R&B, funk soul. Franchement, quand on a commencé, il y avait quasi pas de femmes en fait. Et franchement, pas de femmes de couleur, pas de femmes noires, quoi. On était à un moment, Vanessa, Nadia et moi, les seules femmes de couleur et noires à être DJ à Bruxelles, si pas en Belgique. Et puis par après, évidemment, c'est arrivé. Mais c'était pas non plus il y a 25 ans, quoi. C'était 2009 et c'était déjà, on était déjà les seuls, quoi. Donc voilà. C'est comme ça que ça a commencé, puis ça a super bien pris. Et 1 an après, en 2010, on a eu notre émission radio sur FM Bruxelles qui est devenue Bruz. Donc on l'a quand même eu pendant 12 ans. Donc on vient de finir ce chapitre là en septembre, début septembre. On a annoncé que c'était fini. Mais pourquoi ? Parce que après 13 ans, chacune aussi a eu son évolution. On est devenu aussi, bon, on n'était plus que 4 depuis 6 ans, on va dire, à faire vraiment travailler le collectif. Et du coup, sur les 4, on est devenu 3 mamans. Et 3 mamans sur 4, à 2 ans d'intervalle, forcément, nouvelle maman, ça freine complètement le job, quoi. Surtout le job de DJing, travail de nuit. On a encore tout un travail sur le côté. On n'a jamais vécu de ça, parce que on divisait tout par 4, etc. Donc, c'était impossible de se lancer là-dedans avec des cachets assez gros que pour en vivre. Et puis, sans aussi faire de concessions, ce qu'on n'a jamais voulu. On est vraiment, pour ça, peut-être militante de la musique non commerciale. Donc, forcément, ça limite aussi les sets. On ne faisait pas les grosses boîtes de nuit. On pouvait avoir ce luxe de choisir. Par contre, ça a été éreintant. Il y avait un choix éditorial, quoi. Voilà, complètement. Par contre, ça a été éreintant pour nous d'avoir un temps plein sur le côté. Moi, je suis prof, je m'occupe d'enfants migrants, de primo-arrivants dans une école secondaire depuis 14 ans. Donc, pendant 14 ans, presque, j'ai fait ça. Mixer les week-ends, être là lundi matin devant ces classes, plus d'autres classes vraiment difficiles, parce que c'est une école vraiment difficile de Bruxelles, mais j'adore cette école. Mais voilà. C'était éreintant. Mieke, elle est prof pour les primo-arrivants adultes en Flandre. Nadia était commerciale dans sa voiture toute la journée pour vendre un produit. Vanessa travaillait pour tout ce qui est thé intérim, c'est comme la Smart chez les Flamands. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'heures passées à ça la semaine. Donc en fait, il y a un moment où c'est plus tenable. Et donc quand on rajoute à ça la casquette de maman, c'est juste impossible en fait. Et comme c'est pas un rythme qu'on a pour nous-mêmes, c'est le rythme du collectif, c'est dur de mettre la hola à ça, en fait. On veut pas lâcher les autres. Donc c'est plutôt pas mal de raisons qui ont fait que, et aussi aujourd'hui, on peut dire qu'on pouvait complètement passer le flambeau, quoi. Il y a beaucoup plus de plateformes qu'avant. Les femmes sont là, c'est pas encore du tout là où ça devrait être. Je pense le nombre de femmes DJ en Belgique, mais honnêtement... je pense qu'il y avait une certaine logique à arrêter pour que les plus jeunes aussi puissent... elles sont là, quoi.
c'est un flambeau symbolique pour nous. Hein. On ne se revendique pas, ah oui, c'était nous, et puis après, il y a les autres. C'est juste que il y avait beaucoup plus de femmes, donc c'était pas grave d'arrêter, en fait. On n'avait pas l'impression de lâcher une mission. Les autres sont là, beaucoup plus de plateformes qu'avant, donc voilà. Les petites sont là, puisqu'il y a les Blédart. Ah oui, direct, quand elles sont arrivées, je me suis dit, ah voilà, on les avait invitées d'ailleurs. Oui, il y a ce collectif-là, il y a d'autres, beaucoup, les DJ même solo, les duos. Et la musique, pour toi, c'est... Je veux dire, le DJing ne s'arrête pas. Non, pas du tout, pour Mick non plus, pour Nadia non plus. On continue en solo, on avait déjà des gigs solo avec Superfly en plus, hein, donc ça s'arrête pas, non. Il y a une similitude avec le parcours de Lou. Ah, tu te demandes de quoi je vais parler? Ouais. Des You-You. C'est aussi un collectif. Ouais. Le You-You Group, tu nous as envoyé un petit descriptif en disant que c'est un groupe d'interprètes actifs, et le You-You, c'est un cri modulé. Vas-y, explique quoi. Ça me turlupine. Et que vous ayez créé un collectif, ça me turlupine encore plus. Moi, j'ai pas participé à le créer. Hein. Ouais, ça je sais. Mais tu vas en parler. Ouais. J'ai intégré. En fait, j'ai rencontré ce groupe au sortir d'un moment assez compliqué. Donc, je reviens à Bruxelles et puis je ne sais pas où je suis. Je ne comprends pas cette ville. Je ne sais pas si j'y suis chez moi. Et en fait, via Elsa Poiseau, elle me parle justement en fait de ce groupe de femmes qui est basé à Bruxelles et qui se réunit régulièrement pour pratiquer le You-You. C'est initié par Myriam. C'est Myriam Van Imschut. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et en fait, on pratique l'écoute déjà. Alors, qu'est-ce que c'est que s'écouter? Qu'est-ce que c'est que se ressentir? Donc déjà, ça commence par ça. Et puis en fait, après, on accorde nos voix et en fait, on spatialise nos voix dans l'espace. Et d'un seul coup, ça prend une direction, ça voyage. Et en fait, on voyage entre nous en essayant d'accorder nos voix. Et d'un seul coup, le You-You peut devenir un cri, peut devenir un pleur, peut devenir une nouvelle manière de communiquer. Et en fait, ça s'assemble et puis on voyage ensemble. Alors, il y en a souvent qui disent que c'est un moment un peu de transe parce qu'on en ressort différentes à chaque fois. Mais en tout cas, c'est déjà des femmes... Enfin, pour moi, l'histoire du You, c'est déjà des femmes qui se réunissent dès qu'elles le peuvent, avec les moyens qu'elles le peuvent. Ça se termine toujours par un moment où on boit le thé, où on se raconte et on mange ensemble. Et ça fait partie de la pratique du You. Et on fait quelques performances où, justement, on va dans l'espace public ou parfois dans des églises. Et puis, en fait, on met en place un petit module qu'on va expérimenter dans cet espace-là et qu'on va faire partager avec les gens, quoi. Mais c'est déjà des femmes qui prennent le temps, en fait, de se sentir et de se ressentir. Et c'est énorme. Enfin, moi, ça m'a réparé, ça m'a fait comprendre ou redéfinir ce que était l'art pour moi, parce qu'a priori, c'est pas du tout des personnes qui se définissent comme étant performeuses. Et pourtant, en fait, elles performent tout le temps, quoi. On performe tout ensemble. Mais c'est souvent des mères de famille, des femmes au foyer, qui prennent le temps en fait à un moment de trouver cet espace-temps pour pratiquer ensemble quelque chose qui nous met en commun, qui nous met en lien et on vient de multiples horizons et pourtant en fait ça c'est notre base, quoi. Donc je souhaite à toutes les personnes qui peuvent réunir ce groupe de le faire parce que c'est vraiment moi ça a été magique. Ça m'a fait beaucoup grandir. Ça a l'air trop bien. Mais oui. Et vous le faites dans l'espace public. Comment se fait ce cri, en fait? Eh bien, Myriam, on lui demande souvent cette question et je crois qu'elle dit qu'il n'y a pas une manière de faire. C'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui tout le monde a là en soi. Et que en fait, la première chose, c'est de juste visualiser que la parole ou le son, en fait, c'est quelque chose qui dépose des empreintes dans l'espace et que si tu écoutes la personne en face de toi et que tu veux et que tu as le souhait de communiquer avec, et en fait, ce cri ou cette
ça pourrait être des lamentations, enfin c'est vraiment indéfinissable, mais ça sort, et en fait c'est cette harmonie de toutes ces voix qui sortent parce qu'il y a une nécessité à ce que ça prenne place là dans cet espace, à ce que ça voyage ensemble, et en fait ça sort. Franchement, c'est de la magie. C'est de la magie, et ça te soigne. Enfin, en tout cas, moi, chaque fois que j'y vais, j'en ressors épuisée, et j'en ressors complètement plus en phase avec moi-même. Enfin, c'est comme si ça te recentrait aussi. Ça te caresse de l'intérieur, ça te met en lien avec les autres, et tout ton environnement tu regardes les gens, quoi. Enfin, chose qu'on prend plus tellement... Enfin, moi, à mon sens, qu'on n'a pas tellement l'occasion de faire aujourd'hui. Tout va si vite. Et là, pendant 3-4 heures, on prend le temps de se regarder, déjà. Vous écoutez Sororité, Conversation with My Sisters, un podcast de Rokia Bamba et du studio Balado. Ouvrir la voie, justement, puisqu'on était dans la voie. Je vais parler du film d'Amandine Gay, qui est sorti, je pense, en 2017. C'est un documentaire sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne, en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité, qui est celle d'être femme et d'être noire. Il y a notamment une question d'intersection, de discrimination, d'art, de la pluralité des parcours de vie, et de la nécessité de se réapproprier la narration. Et c'est là que je vais vous amener. La réappropriation de la narration, Lou, j'ai pensé à toi quand j'ai lu que tu avais fait du théâtre-action. Est-ce que se réapproprier la narration dans le contexte de théâtre d'action, c'est aussi une manière de se réapproprier une autre forme de narration? Alors, qu'est-ce que le théâtre-action ? Que sont les théâtres d'action ? Parce que... Moi, pour ma définition, je peux que le définir par... par ton prisme. Ouais, par mon prisme. C'est un théâtre qui a une visée sociale, qui cherche à travailler avec les gens, et qui définit que le théâtre, c'est pour tout le monde, en fait, que tout le monde est en capacité de créer justement des narrations, des fictions, que, après ça c'est ma vision, mais que le monde tel qu'il a été construit ou tel qu'il nous est raconté est une fiction, et qu'à partir de ce moment-là, en fait, quand tu comprends le pouvoir du théâtre et du fait de qu'est-ce que c'est raconter des histoires, en fait, ça a un pouvoir, parce que si le monde tel qu'il nous est raconté est une fiction, il devient possible peut-être d'en raconter d'autres, et donc de faire autre chose. Et donc du coup, pour moi, le théâtre-action, c'est travailler avec des gens, et à partir des problématiques aussi qu'ils ont envie de questionner, quoi. Et aussi de leur montrer que donc du coup toi comme moi, comme n'importe qui ici, on est tous en capacité, en fait, de se mettre au travail sur ces questions-là, et donc du coup qu'on a tous on est tous et toutes en capacité d'agir sur nos histoires, sur notre monde, sur nos histoires personnelles, et qu'on a beaucoup de force, et que même quand on parce que souvent le théâtre-action, il questionne des faits des vraies problématiques sociétales, mais de se dire que même quand tu as été potentiellement victime de quelque chose, en fait, la richesse, quand tu prends conscience que ton histoire, en fait, quand bien même elle serait violente, c'est une force d'agir, que ça va te permettre peut-être, en fait, d'aider, de porter une voix qui va permettre à l'autre personne de se reconnaître dans sa propre histoire. En fait, non, c'est une force. Donc, on situe les problématiques, à un autre endroit, on peut justement les mettre à distance et agir dessus. Voilà, le théâtre-action, pour moi, c'est ça. Et juste un exemple, je fais un spectacle sur le harcèlement scolaire, en fait, on peut faire rejouer des situations
Et donc, du coup, on peut montrer qu'on peut changer aussi le cours de l'histoire. Et donc, voir expérimenter, s'entraîner. C'est un entraînement, en fait, à agir sur les systèmes qui nous environnent, quoi, qui sont juste des fabrications pour moi, des systèmes. Et là, j'en viens à Fatou. Merci pour c'est chouette. Vraiment pour cette belle définition qui justement est en lien avec ce que fait Fatou, parce que je pensais à l'aspect pédagogique quand tu fais tes cours avec tes élèves qui ont aussi eu un parcours de vie difficile. Est-ce que justement tu as pensé à utiliser le théâtre-action dans ton métier, en fait? Non, jamais. Non, c'est en plus la première fois que j'entends parler de théâtre, qu'on me définit vraiment ce que c'est. Et non, nous, on est souvent allés voir des pièces, mais pas comme ça. Et puis, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a souvent la barrière de la langue. Donc, on doit voir ça plutôt fin d'année, quand ils peuvent quand même essayer de s'exprimer. On a mis plein de projets en place pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, ça fait quand même... ça doit faire 9 ans que je m'occupe beaucoup des Syriens. Et tu es prof de français? Oui, prof de français. Et du coup, on mettait d'autres choses en place pour pouvoir, à un moment, ils sont extrêmement traumatisés. On n'a jamais, nous, été formés aux traumatisés de guerre. Donc, c'était un peu... C'était complètement trash de nous laisser comme ça gérer ces ados sans avoir une formation. Bon, soit on a toutes fait des burn-out. J'ai une équipe incroyable. On veut juste être là pour leur donner beaucoup de bienveillance, une bulle de... Faut que ce soit doux, quoi. Bulle bisounours, où on oublie tous les problèmes. Ce qui n'est pas facile. On a la même chose avec les Ukrainiens pour l'instant. C'est quand même pas facile. Mais on avait des projets comme ça. Mais ça pourrait être un super projet où ils peuvent sortir, parce qu'en fait, ils ont besoin de s'exprimer, quoi. Alors, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les adultes et tout ça, mais bon, voilà, pour les ados, ça reste quand même pas... Il n'y a pas tellement, donc oui, pourquoi pas. Après, faire rejouer des scènes, oui, il faudrait que... Ça me ferait peur, moi, en tant que prof, en fait. J'aurais peur qu'en un coup, ils revivent des traumatismes. Ils ont vu vraiment des trucs. Enfin, moi, j'ai des histoires, là. Enfin, je peux même pas raconter maintenant, mais c'est genre... c'est incroyable, quoi. Par contre, ça pourrait vraiment peut-être aider si c'est bien supervisé avec des personnes qui ont peut-être l'habitude de traiter aussi de ce genre... Enfin, de gérer ce genre de traumatisme, je vais dire. Après, pour le harcèlement scolaire, d'office, ça peut être une super idée. Rejouer les scènes où la harcelée peut renverser ce qui s'est passé et puis mettre à distance ce traumatisme, c'est connu, ça marche hyper bien en fait. Je sais pas si ça marche de la même façon avec... Non, tu peux pas le faire avec toutes les thématiques. Moi, voilà, j'ai fait un autre sur les violences intrafamiliales et l'emprise, et là, on peut pas faire rejouer des scènes. Voilà, c'est donc, ça. Du coup, en fait, tu modules et il y a plein de modes selon les thématiques et la complexité de la thématique aussi. Oui, tout à fait. Je peux imaginer. Mais ça pourrait être chouette en soi d'imaginer, d'incorporer ça un moment dans les projets avec nos classes. Ouais. En fait, les ados ont vraiment difficile à s'exprimer. Déjà, on est tous passés par là. Enfin, je veux dire, la conscience du corps, le corps dans l'espace. Il y en a qui se tenaient vraiment tout timides, comme ça. Non, les autres me regardent. Donc, pouvoir... déjà, quelques mots, c'était difficile. Donc, ce serait chouette, de nouveau. Je pense, la formation des personnes qui vont présenter ce projet. Vraiment des gens formés à l'adolescence, formés aussi... aux adolescents qui peuvent être polytraumatisés, tout ça. Oui, ça me parle et je serais intéressée, oui, tout à fait. C'est la question que je me suis posée aussi en étant maman de 2 enfants. C'est est-ce que je peux faire en étant maman? Est-ce que tu peux faire? Je peux plus faire de la même manière, quoi. Ça, c'est clair. Après, ça dépend des profils de maman, mais je suis plutôt une maman qui me sent vite coupable. Coupable de faire ci, de faire pas assez, de faire trop. Donc, en fait, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi, la continuation de ma créativité en étant maman, quoi. Et puis, là, que 3 ans et demi, donc je sors à peine
j'en sors pas encore, mais je veux dire, c'est la petite enfance, ça demande énormément d'énergie, beaucoup d'attention. La fatigue est énorme, et donc ça a été vraiment difficile pour moi. C'est un peu des baffes qu'on se prend. Je trouve que c'est assez tabou et qu'on n'en parle pas assez et qu'on met énormément de pression sur les mères. C'est la manière dont la société communique. Et j'ai du coup eu la chance de rencontrer d'autres mères artistes, et je voyais bien qu'on avait les mêmes préoccupations. C'est-à-dire comment ne pas se sentir coupable de continuer à être une femme artiste, en plus de la femme prof ou femme, je sais pas, avec un autre métier, amie de, enfin bon, je veux dire toutes les casquettes de la femme, quoi, mais sans se sentir coupable. Parce que on a d'ailleurs un super article que Camille Loiseau a fait, une interview de nous, de Sylvia et moi, Big Up Sylvia, mon amie DJ que tu connais très bien, qui est maman aussi. On a eu une chouette interview par rapport à ça, c'est-à-dire que dans le monde du DJing, il y a aussi une grosse critique des femmes DJ, pas toujours dites, mais qu'on arrive à comprendre parce qu'on est des femmes actives dans le monde de la nuit. Alors déjà, qu'est-ce qu'une mère fait dans le monde de la nuit ? C'est fort lié à la drogue, à l'alcool, et donc du coup, on est beaucoup plus jugé à travailler dans ce monde plutôt qu'un papa DJ, quoi. Le père, on l'applaudit, bravo, oh là là, super, nanana. La mère, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, mais quoi, mais tu mixes, mais qui garde le petit ? Son père, quoi. Enfin, je sais pas si c'est pas son père, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Tout de suite, un peu pas choqué, mais ah oui, mais tu continues quand même. Mais oui, j'essaye. Oui, ça me fait du bien en fait. Et je vois bien qu'on demande, on ne pose pas ce genre de questions aux hommes qui deviennent pères. Je ne sais pas comment c'est dans les autres métiers artistiques, mais j'avais lu des témoignages de femmes à qui, des peintres, à qui on va dire. Non mais tu prévois toujours ton expo, mais comment tu vas faire avec l'enfant ? Bah oui, je vais m'organiser. Enfin, je sais pas. Tout de suite, c'est comme si... on se sent jugé. Voilà, il y en a qui s'en fichent complètement, qui arrivent à continuer. Moi, ça me touche, ça peut vraiment me faire douter. Donc, c'était pas facile de continuer à faire là-dedans. Il y a beaucoup de faire qui devient aussi des automatismes. C'est-à-dire qu'on rentre dans un truc automatique, quoi. Donc, le faire un peu improvisé... Il y a moins de place pour ça, mais c'est normal, ça vient de la maternité. C'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se réalisent une fois qu'elles deviennent mères, et quand on est déjà réalisé par une passion ou autre, c'est pas facile en fait, parce que ça nous dévore en fait une partie de nous, et c'est pas une image que la société renvoie comme très positive. Sans envie de coupable, quoi. Mais ça veut dire qu'on est des bonnes mamans, je pense, si on se sent coupable. Enfin, je sais pas, mais bon, je me dis que ça veut dire qu'au moins on essaye de faire tout, mais de nouveau, faire tout, est-ce que c'est possible, quoi ? Il y a des burn-out qui sont là, hein, burn-out parentaux, burn-out professionnels, enfin, je veux dire, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Et comment tu te soignes ? En parlant ? En parlant, ça a été vraiment en parlant, parce que moi qui utilisais toujours la musique comme ma meilleure amie, ma béquille, il y avait même plus le temps pour ça, quoi. Même plus le temps pour ça, ça a été terrible pour moi. Donc ça a été en parlant, en rencontrant d'autres mamans qui vivaient la même chose. Sylvia a pu comme ça créer un espace de parole où on a pu venir à quelques-unes. Ça a été incroyable. Donc, créer des espaces de parole pour les mamans dans ce genre de situation, c'est incroyable, c'est nécessaire. Et moi, ça m'a beaucoup servi. Parler avec mes amis, aussi maman, leur dire, mais vous m'aviez pas raconté tout ça. Oui, mais ça, on raconte pas, parce qu'après, ça dégoûte les copines. Elles vont se dire, ah non, je veux pas être mère. Mais en fait, tout le monde parle il y a cette même expérience quand même chez toutes les femmes. J'en ai quand même pas trouvé une qui m'a dit non mais à 100% c'est incroyable. Oui, ta vie change, incroyable. C'est le bonheur suprême, etc. Puis il y a toujours quand même un petit mais derrière. On parle pas de la fatigue
extrêmes. On ne parle pas de ce que ça inflige au couple. On ne parle pas de la difficulté, de tout ce qui est sexuel, etc. Avec cette fatigue intense. Les gens, tant qu'ils ne sont pas parents, ne peuvent même pas s'imaginer ce que ça représente. On en parle comme ça, bien sûr, tout le monde le sait. Mais je trouvais quand même qu'il y avait un gros tabou autour des difficultés quand peut engendrer la parentalité, même si c'est juste incroyable et que ces enfants sont les amours de nos vies, en fait. Mais je trouve qu'il faudrait un espace pour pouvoir dire c'est l'amour de ma vie, c'est incroyable, je suis tellement heureuse, mais je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatiguée, est-ce qu'on peut venir m'aider? Parce que sans faire la Calimero, il n'y a pas de grands-parents. Donc du coup, moi, j'ai pas ces relais-là. On a juste mon papa, mais qui est beaucoup trop vieux. On a de l'aide, mais ça reste ponctuel. Des gens qui ont une vie, c'est quand même autre chose que « ouais, je le dépose une semaine ». Je vois que c'est comme ça que d'autres mamans se ressourcent, en fait. C'est quand l'enfant est pris en charge par les grands-parents, parce que on va pas... Bon, il y a des grands-parents qui sont pas trop pour ça, mais on va pas trop s'en vouloir de leur demander de prendre les enfants, quoi. Ça a l'air très naturel. Quand on n'a pas ça, c'est dur, quoi. Donc voilà. Mais le faire, j'essaye. Voilà. J'essaye de faire quand même. Tu as parlé d'aide. Voilà, on est dans une émission qui parle de la sororité, mais qu'est-ce que pour toi représente la sororité? Fatou. Pour moi, la sororité, c'est de pouvoir mettre les autres en avant, les autres femmes en avant, pouvoir compter sur des femmes qu'on ne connaît pas, en fait, et qui est quelque chose qui nous lie, qui fasse que on peut, comme ça, se rencontrer une soirée et déjà s'aider, en fait. Parce que la glace est déjà brisée, parce qu'on est femme, en fait. Quand je parle d'être mère et que je vois que madame acquiesce, ça, oui, vous avec les lunettes, là. Enfin, je me sens, je sais pas, je me sens soutenue, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un peu ça, la sororité. On se connaît pas du tout, et puis je me suis sentie soutenue, rien qu'avoir une personne qui voit, je pense, dont je parle et qui est là, mais oui, mais c'est vrai. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un peu ça, la sororité. Voilà. La sororité, c'est que tu m'invites à ton podcast et que tu crois en moi et que tu crois que je peux partager une expérience qui peut servir. C'est ça aussi. Voilà. Tu peux me faire pleurer. Oui, moi aussi, j'ai pas. J'étais là, allez, c'est pas maintenant qu'il faut craquer. Lou, ta définition de la sororité? Moi, c'est juste la sensation, je l'ai expérimenté, être entre femmes, c'est particulier, c'est unique et ça permet énormément de choses. Et moi, ça m'a permis d'être, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait cette puissance-là. Voilà, je l'ai expérimenté avec Rokia dans ma vie. C'est toujours une oreille qui écoute et qui sait écouter et qui comprend mieux que n'importe qui. Et pour juste terminer, dans le texte sur lequel je travaille, en fait, il y a une femme qui parle de la limpia. Elle est chilienne et la limpia, c'est nettoyage de la merde que tu as vécue pour se libérer pour laver la souillure et pour libérer sa rage. Sa colère. Ça me parle, ça. C'est fort. Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est possible entre sœurs, en tout cas, souvent, en tout cas, on rend possible ça. C'est assez inné. Pareil, on n'a pas besoin de se parler pour que ça se fasse. Et elles disent enfin qu'il faut une Estia. Et une Estia, c'est une personne qui écoute. Et je crois encore une fois, on est des oreilles, quoi. Merci. Lou Joubert. Merci Fatou Sen. Merci à toi. Merci Rokia. D'avoir accepté notre invitation. Merci Studio Balado. C'était Sororité Conversations avec mes sisters Fatou Sen et Lou Joubert. Unique. Ce podcast a été enregistré en public à la Maison de la Création de Laken le 2 décembre 2022. Merci à mon producteur et réalisateur Michel-Ange Vinti. Musique originale et mixage David Federman. Production et administration Julien Barbier. Merci à toute l'équipe de la Maison de la Création de Laken. Marie,
Julie Marshall et Arthur Peznek. Sororité est une production du studio Balado. Vous pouvez visiter notre site www.studiobalado.com ou nous contacter via les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci au public présent, parce que je dis merci. Merci pour votre écoute et à bientôt.